Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. C'est un webinaire dédié au dispositif Label Bas Carbone. Comment impliquer votre entreprise dans la transition agricole. Ce webinaire sera animé par Margot Grosjean, par Quentin Grébert, Sébastien Philippe et Marine Franchino. Margot Grosjean représente le dispositif leader GAL Seine-Aval. Quentin Grébert, lui, est chargé de mission pour l'association Terre et Cité. Nous avons aussi Sébastien Philippe qui est chargé d'études agro-environnement pour la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Et enfin Marine Franchino pour HEC Paris. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Margot Grosjean parce que notre webinaire est assez dense en termes d'infos. Quelques petites règles pour un bon fonctionnement et une très bonne écoute. Vous pouvez poser vos questions à la fin de chaque intervention en cliquant sur le petit onglet Lever la main. Ça permet de vous manifester pour poser une question. Vous pouvez également poser vos questions via la fonctionnalité questions-réponses. C'est le Q et R aussi dans la barre d'outils en haut. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Margot Grosjean. Bon webinaire à toutes et tous. Merci Grégory, bonjour à toutes et tous. Margot Grosjean, moi je suis l'animatrice du groupe d'action locale, donc le GAL Seine-Aval, qui bénéficie donc du programme européen LEADER. Moi je vais juste rapidement vous présenter le contexte de ce webinaire dans lequel il s'inscrit, qu'est-ce que c'est le programme LEADER et dans quel projet, en l'occurrence un projet de coopération, s'inscrit ce webinaire. Donc déjà le programme LEADER, qu'est-ce que c'est? C'est un programme du coup européen. LEADER, c'est l'acronyme pour Liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Donc, c'est un programme qui permet de faire émerger des projets qui soient structurants pour les territoires ruraux euh, sur plein de sujets variés. Donc, la particularité en fait de l'approche LEADER, c'est vraiment d'aider à l'émergence de ces projets, mais dans une dynamique en fait de co-construction qui soit partenariale et ascendante. C'est la particularité de ce programme européen-là, c'est d'être vraiment construit par les acteurs des territoires en fonction de leurs besoins locaux. Donc on a une gouvernance à la fois publique et privée, c'est aussi sa particularité, à majorité privée. Et donc ce programme, il permet et de financer des projets de porteurs de projets variés, collectivités, entreprises, associations, mais aussi de créer des projets de coopération. Et c'est le cadre dans lequel on s'inscrit aujourd'hui. Donc, on est dans le cadre d'une coopération entre trois territoires. Le territoire Seine-Aval, donc au nord des Yvelines, et deux autres territoires, donc le plateau de Saclay, qui est porté par l'association Terre et Cité à cheval sur l'Essonne, et aussi Cœur des Essonnes Agglomération. Donc, ces trois territoires se sont regroupés dans un projet de coopération autour des crédits carbone. L'objectif de ce projet-là, c'est de faire connaître en fait les crédits carbone, comment ça fonctionne aux différentes parties prenantes. Donc que ce soit les agriculteurs, les entreprises ou encore les collectivités locales. Et donc ce projet de coopération-là, l'objectif donc c'est d'accélérer la réduction évidemment de l'empreinte carbone des territoires, de convaincre par l'exemple du coup les différentes parties prenantes que j'ai mentionnées au préalable, de partager les expériences des territoires aussi, puisqu'on a notamment le territoire du plateau de Saclay qui est bien avancé dans l'utilisation et le développement de ces crédits carbone en local. Par la mise en relation, donc en développant un environnement propice au développement des démarches bas carbone sur les territoires. Donc, on a un ensemble de webinaires et de rencontres en physique qui sont organisés dans le cadre de cette coopération. Et donc, aujourd'hui, on est sur le webinaire spécifique pour embarquer avec nous les entreprises des territoires qui sont du coup les financeurs dans le cadre des projets label bas carbone. Voilà. Bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Quentin Grébéa, je suis chargé de mission eau et climat chez Terre et Cité. Et aujourd'hui je vais vous présenter l'agriculteur, un secteur d'activité en transition. Donc la présentation elle va s'articuler en trois parties. Il y a une première partie qui va revenir un petit peu sur le contexte agricole d'un point de vue carbone, ses dépendances et ses vulnérabilités face au changement climatique. Il y aura une deuxième partie qui va plus focaliser sur l'importance de financer économiquement ces transitions et leurs coûts. Et enfin, il y aura une petite partie sur les bénéfices et les co-bénéfices des changements de pratiques agricoles et quelques exemples du plateau de Saclay. Donc, sans plus attendre, l'agriculture, c'est le deuxième secteur économique le plus émetteur en France aujourd'hui. On est sur 21% des émissions françaises à l'échelle nationale. Donc. Et à horizon 2050, avec la stratégie nationale bas carbone, il y a un objectif de réduction de 46% des émissions CO2. On voit sur le petit camembert en bas à gauche les principaux
les principaux gaz à effet de serre. Donc, on a naturellement le CO2 qui représente 15%. On a le protoxyde d'azote, donc le N2O, qui représente à peu près 30% et qui est vraiment propre à la fertilisation azotée, notamment dans le système grande culture. Et on a le méthane, le CH4, donc là, c'est pour l'élevage. Donc, donc c'est un secteur quand même qui est assez émetteur, mais il y a aussi la chance d'être il peut énormément capter du carbone également. On parle d'une machine à capter le CO2, notamment à travers les sols agricoles. Le sol, c'est le premier puits de carbone à l'échelle mondiale. Les sols agricoles, ils concentrent 86% du potentiel de stockage additionnel de carbone, notamment dans le système grande culture. Et on pourrait imaginer compenser presque 7% des émissions actuelles de la France si on remplissait les sols de carbone, en tout cas dans la mesure du possible, avec leur potentiel. Donc ça montre bien l'importance de la séquestration carbone dans le secteur agricole. C'est un levier d'action qui est nécessaire pour la transition des territoires et pour la résilience des exploitations agricoles. Et ça montre également l'importance et le rôle que peuvent jouer les agriculteurs dans le futur sur ces problématiques de décarbonation. Donc maintenant, sur les vulnérabilités, les dépendances physiques majeures de l'agriculture, il y a plusieurs dépendances majeures. On peut penser notamment au pétrole, donc c'est 72% des consommations directes des fermes. Il y a les engrais azotés, donc, qui est vraiment un point émetteur assez important au niveau carbone, donc les engrais azotés. Et l'alimentation animale, 2 tiers % du soja est importé. Donc ça, c'est des dépendances assez importantes de l'agriculture aujourd'hui, qui sont également des facteurs émetteurs de carbone assez importants. Au-delà de ces dépendances, il y a également des vulnérabilités. Donc, cette semaine, c'est un très bon exemple avec la canicule de ces derniers jours. Les agriculteurs doivent faire face à des phénomènes aigus et on sait qu'ils sont amenés à s'intensifier et à avoir une fréquence plus élevée. Donc aujourd'hui, l'agriculture doit vraiment faire face à ces problématiques et ces phénomènes vont avoir pour conséquence d'exacerber des contraintes sur certaines ressources. On peut penser à la ressource en eau, la ressource en sol, la ressource en biodiversité. Donc, les conséquences sont assez importantes. On peut notamment citer les baisses de rendement, mais les conséquences peuvent aller un peu plus loin avec de nombreuses conséquences. Donc, l'agriculture, elle doit faire face à ce double défi d'atténuation et d'adaptation à travers la limitation de ses émissions carbone et l'augmentation de son stockage, et également s'adapter pour continuer à mener son activité dans un contexte de changement climatique. Donc cette deuxième partie, elle est un petit peu plus centrée sur l'importance de financer cette transition agricole et les coûts que cette transition agricole représente. Aujourd'hui, on sait que les agriculteurs sont plutôt motivés dans cette transition agricole, mais à des conditions économiques. Comme vous le savez, l'agriculture, c'est un secteur qui est aujourd'hui un petit peu en souffrance avec des prix agricoles qui s'érodent. Donc le chiffre date, mais la tendance est toujours d'actualité. Entre 1975 et les années 2000, le prix a été divisé par 2 en 25 ans. On a une étude qui a été menée par le Shift Project assez intéressante sur 8000 répondants, enfin un petit peu moins, 7700, qui sont majoritairement des agriculteurs. Et donc, ça permettait de venir sonder un petit peu leur perception face à ces questions-là. Et on voit que 80% des répondants sont inquiets pour la viabilité de leur ferme climat, eau, énergie, que seulement 7% sont plutôt réticents à s'engager dans la transition. Et comme on l'a dit, la condition économique, c'est un facteur primordial. 87% posent une condition économique pour s'engager ou accélérer la transition agricole. Et donc, ça passe par les émissions carbone. Et les trois conditions économiques les plus attendues sont les rémunérations pour des services environnementaux, des débouchés et des prix rendables sur les marchés, et une meilleure répartition de la valeur. Donc aujourd'hui, les changements de pratiques coûteux, donc qu'est-ce qui fait que les changements de pratiques sont coûteux pour les agriculteurs? Donc c'est notamment des nouvelles compétences techniques et théoriques. C'est des investissements en équipement qui peuvent être assez lourds pour changer de pratique, pour changer de mode de production. Donc ça demande des coûts assez importants à la transition, des coûts des semences si on met en place différents leviers, des risques associés au changement de pratique qui sont assez conséquents si on se lance sur une nouvelle culture qu'on n'est pas sûr encore de techniquement bien la maîtriser. On pense du coup aussi au marché et aux axes de commercialisation qui peuvent être des fois plus tendus et plus compliqués ou à créer complètement. Et évidemment, le temps consacré. Donc tous ces facteurs, et ce n'est pas exhaustif, font que les changements de pratique sont extrêmement coûteux et risqués, qui plus est pour les agriculteurs. Il y a une étude qui a été menée en 2013 qui étudie la faisabilité de la compensation carbone en territoire agri-urbain. Donc là, l'intérêt, c'est juste pour parler concrètement avec des chiffres de certains leviers, combien il coûterait aux agriculteurs. On peut notamment penser aux couverts végétaux. C'est quelque chose qui est régulièrement mis sur la table comme un levier intéressant et efficace. On tournerait aujourd'hui autour de 100 € de l'hectare. Je peux
On peut encore penser aux bandes enherbées, on est plutôt là autour de 630 euros à l'hectare. À savoir que ces chiffres, c'est à titre indicatif qu'il y a de fortes variabilités, et que c'est très dépendant à chaque fois du contexte. L'idée ici est de montrer que oui, les changements de pratiques sont assez coûteux pour les agriculteurs. Donc un besoin de financement à la hauteur de ces enjeux. Aujourd'hui, la Banque européenne d'investissement, elle estime que, à travers un rapport, que le déficit d'investissement à l'échelle européenne, il est de 62 milliards d'euros. Donc il y a un constat qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de l'agriculture, il est sous-financé, que les besoins économiques pour la transition bas carbone, c'est des investissements qui vont être lourds et conséquents, et que les aides publiques aujourd'hui sont des aides qui sont insuffisantes seules. Et donc, l'une des réponses qu'on peut amener, c'est bien sûr de continuer à s'appuyer sur les aides publiques à travers la politique agricole commune, les aides nationales ou encore les MAEC, mais qu'aujourd'hui, il est vraiment important de s'appuyer et de solliciter les aides privées à travers les filières, des primes à la contractualisation ou des entreprises territoriales qui ont envie de s'engager dans des projets de transition agricole. Donc voilà, aujourd'hui, la transition agricole nécessite une mobilisation massive de capitaux privés en complément des dispositifs publics. Euh, voilà. Projet sur le territoire de Terrecité. Donc là, c'est une partie, c'est plus pour vous présenter à l'échelle du plateau de Saclay où nous, notre association, donc Terrecité, on a un petit peu plus de recul et on a eu la chance de pouvoir accompagner différents projets. Et c'est pour montrer que la transition, elle est en marche aujourd'hui déjà et que s'il y a un accompagnement technique et économique, les transitions se font et voilà, donc c'est des choses très intéressantes qu'on voulait vous présenter. Donc entre 2008 et 2026, on a plusieurs choses assez importantes sur le territoire, notamment le passage du bio. On est passé de 0% à près d'un quart de la superficie agricole aujourd'hui sur le plateau qui est en culture biologique. On a 11 km de haies qui ont été plantées à travers différents modèles d'accompagnement économique et technique. On a également 4 fermes qui sont déjà engagées dans une démarche bas carbone. Donc la démarche bas carbone, c'est à travers le label bas carbone. Ça, c'est quelque chose que Sébastien va plus vous développer dans la deuxième partie et qui est un peu le centre de ce webinaire. On a également des créations d'une filière blé, farine, pain en culture biologique à l'échelle du territoire et un petit peu plus largement. Et donc on note une forte dynamique d'installation sur le territoire et accompagnée d'une forte diversification. Donc c'est assez intéressant. Quels sont les co-bénéfices et les bénéfices de ces changements de pratique? Donc, c'est assez dense, il y en a énormément et la liste n'est même pas exhaustive. Tout d'abord, on peut penser à la préservation et la restauration des écosystèmes avec une réduction de la pression sur la faune et la flore. Il y a des risques, les réductions des risques environnementaux et climatiques. Donc, littéralement, les changements de pratique vont amener des diminutions des émissions de gaz à effet de serre et une augmentation du stockage. Ça va avoir une meilleure résilience face aux aléas climatiques. L'amélioration des ressources naturelles, donc l'eau et l'air. On peut notamment, sur la question de l'eau, c'est assez intéressant. L'agriculture est vraiment un facteur intéressant. Avec des changements de pratiques, on peut prévenir contre des pollutions, notamment azotées. On prévient également contre des phénomènes d'inondation. Sur le plateau de Saclay, c'est une problématique qu'on a de façon assez récurrente et les changements de pratiques sont le levier principal qu'on peut mettre en action avec les bandes enherbées, les cultures intermédiaires, autant de leviers qui peuvent participer à réduire les phénomènes d'inondation ou de coulée de boue. Et enfin, il y a également des dynamiques de territoire et de transformation des pratiques agricoles. On pense notamment à la baisse des dépendances aux intrants, engrais, pesticides, aliments importés. Ça, c'est un facteur assez intéressant. Il y a le renforcement des liens entre entreprises et acteurs agricoles du territoire et il y a le renforcement de la RTE, mais je présente un petit peu plus sur la diapo juste après. Donc tous ces bénéfices, ce qu'on voit ici, c'est que c'est des bénéfices qui sont collectifs, qui vont vraiment bénéficier à tout l'environnement, que ce soit les entreprises, les collectivités, les citoyens, les agriculteurs. Donc c'est vraiment des co-bénéfices à l'échelle globale, mais qui sont aujourd'hui généralement supportés seuls par les agriculteurs. Donc là, je reviens un petit peu plus c'est un peu ce que je viens de vous dire sur les intérêts pour les entreprises à contribuer à la transition agricole. C'est favoriser les risques environnementaux à l'échelle de l'endroit où les entreprises peuvent être implantées, à l'échelle des exploitations, sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la baisse des dépendances aux intrants, le renforcement des liens avec les acteurs agricoles du territoire, des projets potentiels peuvent émerger. On pense notamment, nous sur le plateau, on a notamment la participation des entreprises à des chantiers participatifs ou la visite de ferme. Ça permet vraiment de recréer du lien entre notamment en zone agri-urbaine. Ça permet vraiment de remettre du lien. C'est des facteurs assez intéressants, tous ces changements de pratique. Et enfin, comme je vous dis, il y a le renforcement de la RTE, donc c'est la responsabilité territoriale des entreprises. Donc ça participe énormément via le cadre de vie assez agréable pour les entreprises. C'est des choses assez intéressantes à valoriser, que ce soit en interne ou dans leur politique RSE, et leur ancrage territorial et leur volonté de participer à des transitions qui ont du sens à l'échelle de leur territoire.
Aujourd'hui, il existe un outil qui permet d'accompagner et de contribuer à cette transition agricole, et notamment pour les entreprises de s'engager de façon économique dans ces transitions, et c'est le label bas carbone. Et je vais laisser Sébastien vous présenter un petit peu plus amplement cette partie-là. Alors, Sébastien Philippe, donc la Chambre d'agriculture, rapidement, on est un organisme parapublic qui s'occupe d'agriculture. Donc, notre intérêt dans le label bas carbone, bien sûr, c'est de pouvoir contribuer à ce que l'agriculture puisse faire valoir son rôle dans l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre pour eh bien, essayer de limiter la problématique dont on voit une conséquence concrète dans la canicule cette semaine. Donc, le label bas carbone fait partie de ces leviers-là. Alors, c'est un standard public donc, qui certifie des projets de réduction et de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre, encadrés par une méthode. Ça a été sorti donc, par l'État français en 2018. L'idée, c'était de favoriser des projets agricoles et forestiers français, puisqu'il y avait déjà des standards de certification de crédit carbone qui existaient, mais il y avait la plupart du temps des projets qui se faisaient à l'international. L'idée pour l'État, c'était de relocaliser au moins une partie de ces fonds dans des projets agricoles et forestiers en France. Donc les projets bas carbone, on va les appeler comme ça, ils génèrent des crédits carbone. Donc c'est des crédits qui concernent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, on l'a dit tout à l'heure, le sol, c'est un levier énorme, c'est un réservoir de carbone important. Ça peut aussi être des crédits carbone qui sont issus de séquestration de carbone dans le sol. Ça peut être des projets qui ont des émissions, des réductions d'émissions qui sont déjà réalisées, c'est-à-dire des projets qui sont terminés ou qui sont en cours, mais ça peut aussi être des projets bas carbone qui sont des projets prévisionnels et où là, il est possible donc d'accompagner le projet de l'agriculteur dès sa phase préalable, quand justement il peut y avoir des phases d'investissement au début et où l'agriculteur il peut avoir besoin de soutien pour le mettre en place. Pour ceux qui sont plus familier des méthodes, des méthodes de bilan carbone, le label bas carbone, il tient compte de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre des exploitations agricoles. Donc, c'est les émissions directes, indirectes, et puis il y a également donc, le scope 3 sur l'ensemble des gaz à effet de serre qui peuvent être concernés par l'activité agricole. Donc, le label bas carbone, je l'ai dit au début, il repose sur des méthodes de comptabilisation, ce qui permet d'asseoir la rigueur scientifique du calcul. Et il faut donc qu'il y ait des méthodes qui soient approuvées par l'État. Aujourd'hui, je vous ai mis les chiffres dans les autres secteurs. Donc, il y a 4 méthodes approuvées en forêt, une méthode en transport, 2 méthodes pour le bâti, une méthode pour l'urbain et 2 méthodes pour la mer. Et pour ce qui nous concerne plus particulièrement, il y a 6 méthodes en agriculture. Donc, il y a une méthode qui va plutôt s'intéresser à l'élevage de ruminants, donc tout ce qui est bovin et ovin. Une méthode sur la gestion durable des haies, une méthode sur la plantation de vergers, une méthode sur l'usage d'engrais, une méthode sur l'alimentation des bovins laitiers, et enfin une dernière sur laquelle on va passer le plus de temps, parce que c'est celle qui nous concerne le plus en local, c'est les systèmes qu'on a le plus à notre porte, c'est la méthode grande culture. Donc ça veut dire aussi que une ferme viticole ou une ferme avec des vergers ou en maraîchage, pour l'instant, il n'y a pas de méthode label bas carbone qui existe pour ces systèmes-là. Voilà. C'est pas qu'on ne sait pas faire de bilan de gaz à effet de serre, c'est qu'il n'y a pas de méthode officielle qui permet de générer des crédits carbone par ce standard public de l'État. Voilà. Ça viendra sans doute au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Est-ce que tu peux passer, Quentin, s'il te plaît? Voilà, donc les garanties. Le label bas carbone, c'est un label qui apporte un certain nombre de garanties par rapport aux crédits carbone qui sont générés. Je pense que tout le monde a entendu parler des polémiques autour des crédits carbone qui finançaient des projets qui étaient plus ou moins sérieux, plus ou moins réels, plus ou moins vérifiés. La volonté de l'État, quand il a fait ce standard, c'était d'avoir un cadre qui soit exigeant pour que tous les acteurs puissent s'y impliquer en confiance. Voilà. Donc je vais les détailler ici. Donc il y a 5 critères qui permettent de mesurer la qualité des crédits carbone. L'État a d'ailleurs, le ministère de la Transition écologique a d'ailleurs produit une étude comparative en 2022 de l'ensemble des standards de crédits carbone qui peuvent être disponibles pour les entreprises sur le marché, avec ces 5 critères-là. Donc
il y a un premier critère, c'est celui qu'on appelle de l'additionnalité, c'est-à-dire que le projet doit être nouveau. Ce sont des actions nouvelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne finance pas d'actions qui sont issues d'un cadre réglementaire qui a évolué ou d'une décision qui de toute façon aurait été prise, hein. C'est un peu le schéma qui est montré ici, c'est-à-dire que dans le label bas carbone, il va être demandé aux porteurs de projets bas carbone d'avoir une réelle amélioration par rapport à un scénario de référence. La mesurabilité des crédits carbone, donc les méthodes de quantification, je l'ai dit, elles sont approuvées par l'État, elles s'appuient sur des sources scientifiques. Et donc, il y a deux niveaux de quantification selon la qualité de la référence que l'on prend. Soit on s'améliore par rapport à soi-même, soit ce qui peut arriver, c'est qu'on a des jeunes installés qui n'ont pas forcément l'historique des pratiques sur l'exploitation. Et bien, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des moyennes départementales. On va essayer de prendre quelque chose qui soit un grain le plus précis possible et on va comparer les futures pratiques de l'agriculteur dans son projet bas carbone par rapport à cette référence qui est dite générique. Donc, ce mode de calcul générera un rabais sur les émissions de gaz à effet de serre qui vont en être issues, mais il rend possible certains projets qui, sans ça, auraient du mal à voir le jour. La vérifiabilité donc, des crédits carbone se fait par le passage d'un organisme certificateur agréé. Voilà, il y a des dates de vérification qui sont différentes selon les méthodes qui sont imposées. Alors après, une question dans les crédits carbone, c'est la permanence, puisque l'agriculture, c'est une activité qui travaille avec le vivant. Et donc, c'est parfois un peu délicat de dire qu'il y a des choses qui vont être éternelles. En tout cas, les projets, la durée de vie des projets, elle est déterminée en amont par la méthode. Dans le cas de la méthode grande culture, on est sur des projets de 5 ans. Et le risque de non-permanence des crédits carbone qui sont générés, il est assuré en fait par la prise en compte d'un certain nombre d'aléas qui peuvent arriver une fois que le projet sera terminé. Et donc, il y a des rabais. Pour la méthode grande culture, notamment, vous avez un certain nombre de rabais. Les rabais de base sont de l'ordre de 20%. C'est-à-dire que si l'agriculteur, lui, son projet génère une économie de 100 tonnes, il ne pourra vous en vendre, s'il fait au mieux, que 80, puisqu'on considère qu'il y a un risque de non-permanence du fait que euh, il peut y avoir un changement de pratique à l'issue du projet, même si évidemment il y a, il y a des cadrages dans la méthode qui permettent de limiter ces aléas-là. Et enfin, donc la traçabilité, tous les crédits carbone qui sont générés par le label bas carbone sont publics. Les projets, les porteurs de projets et les financeurs sont enregistrés dans un registre public unique qui est accessible à tous. Voilà. Avec la description du projet, sa date de labellisation, l'endroit, la durée et l'éco-bénéfice qu'il génère. Donc l'intérêt aussi, de s'impliquer dans ce label-là, c'est de contribuer directement en fait, hein, aux objectifs carbone nationaux, puisque le label bas carbone permet la comptabilisation dans la stratégie nationale bas carbone française. Alors, l'éco-bénéfice, je ne vais pas m'étaler, mais voilà, il n'y a pas que le carbone dans la vie, et les projets, ils ont souvent des impacts qui sont positifs, qui sont multiples. Ça peut être l'impact socio-économique sur la dynamique de territoire, ça peut être aussi des impacts sur d'autres compartiments de l'environnement, comme la qualité de l'air, hein, qui est un sujet important dans nos zones périurbaines, la consommation de ressources fossiles, qui est quand même un corollaire aussi des émissions de gaz à effet de serre, l'usage de produits phyto, qui reste un enjeu sociétal important, la protection de l'eau, et puis bien sûr, la protection de la biodiversité. Donc on pourra donner des détails, hein, si vous avez des questions sur ces co-bénéfices-là. Et donc sur le qui fait quoi et comment ça se passe, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a des méthodes qui sont approuvées par l'État, elles sont proposées par des acteurs techniques et des experts, donc ce qui garantit le cadre scientifique. L'État fait une consultation publique avant d'approuver la méthode sectorielle pour tenir compte des différents retours qu'il peut y avoir sur cette méthode-là. Et ensuite, des projets locaux donc se montent, s'évaluent, se conçoivent et sont notifiés à l'État pour après pouvoir démarrer. Donc, si un agriculteur demain me dit qu'il veut faire un projet bas carbone, je vais aller sur son exploitation, je vais faire une photo sur ces 3 dernières années, et ensuite on va se projeter sur les 5 prochaines dans un changement de pratique bas carbone. Et ce volume, ça générera donc un volume de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou de stockage carbone. Et ce volume et ce projet feront l'objet d'une notification à la DRIUAT chez nous, donc la Direction régionale de l'environnement, qui labellisera le projet et ce qui donne le top départ de la comptabilisation des réductions d'émissions. Et à partir de là, le projet est visible comme étant soit déjà financé s'il y a eu un financement qui a été trouvé auparavant, soit étant en recherche de financement
pour des entreprises qui souhaiteraient savoir les projets qui existent sur leur territoire. L'État ensuite s'assure qu'il y ait dans la méthode en fait prévoit qu'il y ait un suivi annuel des réductions d'émissions durant les 5 ans du projet pour la méthode Grande Culture, et à la fin du projet, un organisme certificateur vient attester et certifier ce qui aura été réellement mis en place à partir de vérifications documentaires et de vérifications terrain, et l'État reconnaîtra, donc labellisera enfin voilà, fera la reconnaissance des réductions d'émissions qui auront du coup une valeur légale. Les entreprises, les collectivités et les particuliers, puisque ce label est accessible à tous, reçoivent les réductions d'émissions dès le financement du projet. Est-ce que, après, tu peux passer, Quentin? Donc, pour financer un projet label bas carbone, comment trouver un projet? Alors, la mise en relation peut se faire. Il y a des intermédiaires qui groupent plusieurs projets parce que les agriculteurs, c'est pas forcément leur cœur de métier d'aller chercher des entreprises pour financer leurs projets. Donc, il y a des mandataires qui sont missionnés pour ça, donc qui peuvent venir démarcher des entreprises. Il y a aussi donc des structures locales, hein, comme Terrecité, comme la CUGPSCO ou le GAL Seine-Aval. Il y a aussi la possibilité de faire une recherche sur la plateforme du label bas carbone directement en ligne. Les options de contractualisation, là, l'État, lui, il cadre la méthode de calcul. Par contre, il ne va pas se mêler des questions de contrat et des questions de prix. Voilà. Donc, il y a un prix en euros de la tonne équivalent en CO2 qui va être négocié de gré à gré. Le financement peut avoir lieu en une ou en plusieurs fois à différentes étapes du projet. Donc, on va dire qu'il y a des usages qui se font d'une avance au départ et puis ensuite d'un paiement au fil de l'eau en fonction de ce qui a réellement été réalisé. Mais finalement, les options sont assez libres. L'entreprise peut communiquer dès le financement du projet sans que celui-ci soit forcément achevé. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, le label bas carbone, pour l'instant en tout cas, n'est pas un label qui donne lieu à de la spéculation. Il n'est pas pour l'instant possible de revendre des crédits carbone qui ont été achetés, hein. Ils sont au bénéfice de l'entreprise qui les achète. Voilà. Alors, je vais parler d'aspect économique. Si je prends donc une photo des crédits carbone commercialisés en France en 2024, on a tout un tas de standards qui existent. On peut voir que le label bas carbone, en termes de prix moyen, il va être aux alentours de 31,50 € la tonne de carbone. Donc, il va être, on va dire, plutôt dans la gamme haute des prix du marché. Maintenant, on voit que c'est quand même un cadre qui est recherché, puisqu'en termes de volume, c'est le standard qui en représente le plus sur le marché aujourd'hui. Et voilà, c'est pas pour rien parce que on a vu toutes les garanties de qualité qui étaient présentes juste avant. Et puis, il y a quand même une dimension locale qui est importante et qui était à l'origine de la création de ce label. Voilà. Merci Sébastien. Et du coup, on va laisser la parole à Marine pour la stratégie climat de HEC, qui est un financeur de crédit carbone, notamment pour Terrecité. Bonjour à tous, merci pour le passage de relais. Donc, je te laisse, Quentin, dérouler les slides. Oui, c'est ça, oui. Ok, super. Donc, peut-être rapidement quelques mots de présentation de l'école. Donc, HEC est une école de commerce. La vision de l'école, c'est d'avoir un impact en général sur le business et sur la société grâce à 3 leviers que sont l'enseignement, la recherche et la capacité à agir, notamment avec son campus. Là, je vous ai mis quelques illustrations qui portent en fait sur la nouvelle campagne de communication avec le mojo Dare the Impossible, c'est-à-dire la capacité à oser même ce qui est impossible. Donc, j'évoquais le campus comme terrain de jeu pour expérimenter certains sujets. En effet, nous avons un campus qui date de l'époque à laquelle le terrain était en fait le parc d'un château. Et donc, ce territoire-là fait 132 hectares avec un habitat assez diversifié. On compte par exemple 42 hectares de forêt. Ce qui fait que, au-delà de la responsabilité en matière d'enseignement et de recherche, on a aussi une responsabilité envers notre environnement. Et donc, pour inscrire la politique climat et environnementale dans la stratégie générale de l'école, je vous ai remis ici notre roue des piliers.
Vous voyez sur la partie gauche les volets relatifs au enseignement, recherche et action par la communauté. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la partie droite avec les volets classiques de l'ESG et en particulier donc le sujet E, donc le sujet de l'environnement dans lequel s'inscrit la politique climatique. Et donc à HEC, on a évidemment une politique climat. Ça fait déjà plusieurs années qu'on réalise un bilan de gaz à effet de serre avec un périmètre très exhaustif qui intègre, pour exemple, les déplacements des étudiants qui partent en échange, qui partent en stage, etc. Donc, on ne se cantonne pas au scope 1 et 2, on a bien intégré le scope 3 de la façon la plus exhaustive possible. Et donc, dans les slides qui suivent, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment s'articule cette politique. Alors, de façon très classique sur les enjeux de stratégie climat dans les entreprises, le premier volet passe par la formation et la sensibilisation de l'écosystème. Donc interne, mais aussi externe, pourquoi pas, quand on en a l'occasion. Donc, c'est là où on va mobiliser toutes sortes d'outils qui vont de l'atelier à la mise en place de comités en interne visant à porter des projets ou des actions de lobby pour faire évoluer le sujet de la transition écologique. Le deuxième pas dans cette politique, c'est la mesure. Donc, je vous l'ai dit un tout petit peu, on a donc mis en place le suivi de notre bilan carbone sur notre activité depuis 2018, qui était un exercice surtout de compréhension. Le second exercice, en 2023, était un exercice de euh, captation du périmètre exhaustif. Et celui qui vient de sortir, là, sur l'année 2025, est vraiment dans une logique d'amélioration continue, avec notamment la capacité à basculer une certaine quantité de données financières vers des données quantitatives. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, tout l'enjeu, évidemment, c'est d'aller sur des projets de réduction pour, avant d'envisager de la compensation, réduire quand même tout ce qu'on peut réduire. Alors, on va pas se mentir, à HEC, si je vous donne quelques chiffres, empreinte carbone, c'est environ 30 000 tonnes de CO2, donc on n'est pas non plus les plus gros pourvoyeurs d'émissions si on se compare à d'autres structures un peu plus lourdes. Mais ce qui est très embêtant, c'est que 65% de ces émissions sont dirigées par la mobilité internationale. Et quand on est une école qui a pour objectif de favoriser l'impact à l'échelle internationale, on est vraiment dans une contradiction très vive. Donc on se heurte à des obstacles assez forts pour aller réduire significativement nos émissions sur le gros de notre impact. Du coup, on a travaillé depuis les dernières années sur tout ce qu'on pouvait mettre en œuvre en termes de ce qu'on appelle les quick wins, donc les actions faciles à mettre en œuvre qui avaient quand même un impact. Ça passe par l'interdiction de voyage d'études en avion, ça passe par la suppression de 2 jours de viande rouge à la cantine et ce genre de mesures. Mais on sait qu'il nous reste des efforts très significatifs à mettre en œuvre. Ceci étant dit, et dans le contexte actuel de forte chaleur, on va là s'axer un petit peu plus sur les sujets d'adaptation qu'on n'a pas encore trop explorés jusque-là. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, évidemment, on arrive dans le vif du sujet qui est la compensation. Donc, pour nous, la compensation, c'est la dernière brique pour compléter cette politique. Et donc, le choix qu'on a fait, c'est, dans la mesure du possible, de s'inscrire dans une espèce de logique territoriale pour, autant que faire se peut, accompagner des mesures de réduction par des projets de compensation sur le plateau de Saclay. Et donc en 2025, on a pu acheter 100 tonnes de crédits via l'intermédiaire de 6 farms qui ont permis, si je ne me trompe pas, d'appuyer des projets de couverts végétaux sur les fermes du plateau, sur une ferme du plateau. Ouais, Et c'est à ça. travers cette initiative, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi de nouer des relations en fait avec les intervenants, notamment avec Terre et Cité, qui vont au-delà de la simple transaction financière. C'est-à-dire qu'en fait, outre le fait qu'on ait versé une somme pour acheter des crédits carbone, qui sont vraiment, donc là, une opération très transactionnelle, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce genre d'initiative, de pouvoir partager des bonnes pratiques, de pouvoir interagir et réfléchir sur d'autres dimensions. Typiquement, quelle doit être la communication autour du plateau de Saclay dont on fait partie, comment favoriser la diffusion de ces dispositifs auprès de l'écosystème dont on fait partie. Donc, à travers cette fenêtre-là, c'est aussi faire partie d'un écosystème local auquel on aurait peut-être un petit peu moins accès si on ne s'était pas posé cette question.
Et donc pour la suite, je pense qu'il y a une dernière slide si je ne me trompe pas. Voilà. Pour la suite, donc là j'ai dit qu'on avait déjà acheté 100 tonnes l'an passé. Si je raccorde un petit peu à notre démarche, en fait sur notre scope 2 qui est le seul pour l'instant qu'on compense à 100%, évidemment c'est le plus petit. On a basculé tout notre approvisionnement en électricité sur des sourcings d'origine renouvelable, ce qui fait que cette année, on va pouvoir compenser à 100% l'achat des crédits sur les projets du plateau de Saclay. Là où l'an dernier, on n'avait acheté que 100 tonnes et on avait acheté le reste pour des questions de coûts et de budget auprès de notre partenaire en charge de nous accompagner sur le calcul du bilan carbone. Donc cette fois-ci, ce que je cherche à démontrer, c'est qu'on continue en fait dans cette logique-là et on insiste puisqu'on parvient là à basculer 100% de nos achats sur la contribution locale avec l'achat de crédit carbone sur le plateau de Saclay. Voilà, je pense que j'en ai fini pour dire quelques mots sur la démarche à HEC et je suis tout à fait disponible pour échanger par la suite si vous le souhaitez. Merci. Et peut-être juste pour conclure, un petit dernier mot un peu plus centré sur, pour vous les entreprises. Les crédits carbone, donc on vient de le voir, c'est un levier qui est extrêmement concret, qui est relativement facile à mobiliser et qui permet de financer et de s'engager dans des projets de transition agricole de façon assez concrète. Donc c'est vraiment un levier extrêmement intéressant. Et les bénéfices pour les entreprises, en fait, il y en a énormément. On sera ravis de répondre plus amplement aux questions s'il y en a. Mais ça permet de maintenir un cadre de vie agréable, d'offrir un contexte de travail favorable pour les collaborateurs, de communiquer pour attirer les talents. Donc ça, c'est un point qui revient régulièrement. C'est les entreprises aujourd'hui éprouvent des difficultés à recruter des talents et à conserver ces talents. Aujourd'hui, à travers l'achat de crédit carbone, ça permet de montrer que son entreprise a une politique RSE ambitieuse. Ça permet de montrer qu'on s'engage territorialement sur des projets. Ça démontre un vrai intérêt qui peut ensuite derrière être valorisé en interne pour communiquer et recruter des talents et montrer que l'entreprise s'engage concrètement. Ça crée des liens, comme l'a beaucoup expliqué, l'a bien expliqué Marine, avec le territoire. On peut penser à des visites de ferme, à des approvisionnements en produits locaux. Donc là, vraiment, il y a énormément de choses à inventer et à réfléchir. C'est assez ouvert. Et il y a également, du coup, le renforcement de la responsabilité territoriale, la RTE, comme je vous ai expliqué. Et enfin, dernier petit point, il y a également la réponse à des contraintes de financeurs. Donc, c'est de plus en plus régulier maintenant que les banques ou les fonds ou les acheteurs aient des exigences sur les entreprises avec lesquelles elles travaillent. Et elles peuvent exiger des informations sur les performances extra-financières de l'entreprise. Et l'achat de crédit carbone, ça peut rentrer complètement dans ce spectre-là. Donc, c'est autant de points. Encore une fois, c'est pas une liste exhaustive. Il y a beaucoup de choses à imaginer. Euh, les bénéfices d'acheter des crédits carbone. Voilà. Merci beaucoup. Merci Quentin, merci Marine et merci Margot et merci Sébastien. Est-ce que parmi nos participants, notamment d'entreprises qui suivent ce webinaire, est-ce que vous avez des questions à poser? Si oui, allez-y, je vous en prie, c'est le moment. Et sinon, moi j'en avais quelques-unes parce que malheureusement j'ai quelques entreprises qui n'ont pas pu suivre le webinaire mais qui m'ont fait part de quelques questions sur ce dispositif, sur ce label. Donc voilà, je vous laisse la parole pour ceux qui auraient des questions ou des demandes de précision sur tous les éléments qui ont été abordés là durant ce webinaire. Allez-y, hein, vous pouvez ou lever la main avec le petit bouton et prendre la parole, on peut activer, ou je pense que vous pouvez même manuellement activer votre micro, ou sinon posez vos questions par écrit et puis on les retranscrira oralement. Eh bien, si personne se lance, moi je vais me lancer. Ça n'a pas été précisé, enfin, ça n'a pas été précisé effectivement dans les avantages. Donc c'est que sûrement ça n'existe pas, mais j'ai une entreprise qui m'avait posé la question de quelle valorisation fiscale, voilà. Est-ce qu'il y a des exonérations fiscales liées à ce label? Euh, voilà, l'idée c'est et pareil, effectivement, ensuite quand j'achète des crédits carbone, est-ce qu'il y a une fiscalité qui s'applique sur ces transactions? Alors pour le coup, il me semble que sur les crédits carbone, il y a pas de fiscalité. Enfin, il va pas avoir une réduction d'impôt suite à l'achat de crédit carbone. Donc à ma connaissance, non. Sébastien, je ne sais pas si tu avais d'autres choses dessus, mais il me semble que non.
Moi, ça ne me dit rien non plus. Très bien, merci. Et il y avait une deuxième question aussi qui m'avait été posée par une entreprise. Voilà, après, on sent bien qu'il y a aussi une dimension assez locale. Et on est sur un territoire, justement, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui est à la fois est assez urbain, avec une vallée de la Seine qui est assez urbanisée avec des industries, etc. Mais aussi beaucoup de zones rurales. Est-ce que une entreprise qui souhaite s'investir et investir dans ce label peut, enfin, imaginons voilà, une entreprise dont on voit à côté de chez elle, il y a une exploitation agricole. Est-ce qu'elle peut choisir elle-même les exploitations agricoles qui pourraient bénéficier de ce financement? Encore faut-il qu'effectivement, il soit labellisé en amont, mais est-ce qu'il y a ce choix-là, même si après, effectivement, Il a on a bien raison. compris qu'il y avait aussi une liste d'exploitations labellisées. Oui, bah, effectivement, là, comme l'a bien dit Sébastien, il y a vraiment une liste, un réseau des projets labellisés. Donc, il est complètement envisageable qu'une entreprise localement localise un projet qui l'intéresse sur son territoire et finance ce projet de transition directement, quoi. Et après, les liens que l'entreprise peut imaginer créer avec l'exploitation sont assez divers. On peut imaginer des visites de ferme, on peut imaginer énormément de choses. Donc, oui, complètement, c'est une chose qui est complètement possible et envisageable. Ouais, si je peux compléter la réponse, en fait, ça en revient à un achat de prestations. Donc c'est pour ça que la fiscalité avantageuse, voilà, je pense qu'on ne sera pas dans ce cadre-là. Ensuite, ça va être des règles d'achat internes à l'entreprise. Donc là, ça dépend. Dans le cas d'une collectivité, par exemple, si on dépasse des seuils, on pourra être soumis à un marché public. Dans le cas d'une entreprise privée, peut-être qu'il y aura des politiques internes qui vont s'appliquer. Voilà, pour moi, il faut comparer ça à un achat de prestations pour la partie vraiment achat de crédit carbone. Après, sur les liens et sur le choix, il y a toute l'attitude. Il n'y a D'accord. pas de règle Et, particulière. et si par exemple on a déjà entre guillemets un binôme agriculteur-entreprise, mais que ce binôme-là, et notamment l'exploitation agricole, n'est pas encore labellisé, et qui veulent absolument justement entre guillemets travailler ensemble, ça prend combien de temps à peu près pour pouvoir être labellisé et pour pouvoir concrétiser justement ce projet de partenariat? C'est des démarches qui peuvent aller assez vite en fait. Le facteur limitant, généralement, c'est la disponibilité de l'agriculteur, qui peut être un petit peu freiné justement si des entreprises ne sont pas motivées, il a des doutes sur les financements. Mais une fois que l'agriculteur est emballé, c'est quelque chose, en quelques mois, le projet peut être labellisé et ensuite, tous les ans, il générera des crédits carbone. Et donc, les projets peuvent, s'il y a une réelle motivation, une réelle ambition, les projets peuvent se monter en quelques mois à peine, avec D'accord, très bien. l'intermédiaire des mandataires qui interviennent et qui font justement, qui travaillent très bien sur ces questions-là, qui ont l'habitude. Et donc, c'est vraiment des choses qui peuvent aller assez vite, en fait. Ok, très bien, merci. Et pareil, là, je suppose qu'aussi, quand on veut engager cette démarche-là, on est accompagné bah, justement par les opérateurs et les partenaires locaux. Euh, je suppose que Margot, tu seras partie prenante s'il y a ce type d'initiative qui souhaite être concrétisée sur le territoire. Oui, complètement. Nous, on peut tout à fait être enfin, mettre en lien, on va dire, les acteurs entre eux. Nous, on n'est pas mandataire en tant que tel, mais on peut tout à fait faire la mise en relation s'il y a besoin sur le territoire en local. Très bien. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, d'autres demandes de précision peut-être auprès de nos participants? Euh, Si c'est pas le cas, bah, je vais en profiter pour vous remercier tous les quatre pour vos interventions. C'est même pour moi qui suis par exemple chargé de relations mission entreprise et qui suis amené à rencontrer des entreprises sur le territoire GPSO. C'est beaucoup plus clair et si jamais je suis amené à rencontrer des entreprises qui sont intéressées ou qui ont besoin de précision là-dessus, bah, ça m'a permis aussi de monter en compétence sur ces sujets-là, mais bien sûr, je ferai appel à vous en tant qu'expert si vraiment il y a des choses qui souhaitent être approfondies. Euh, et on a une question justement, faut-il s'engager sur un projet complet? Non, il ne faut pas forcément s'engager sur un projet concret. On peut acheter partiellement les crédits carbone. On peut acheter, entre guillemets, le nombre de crédits carbone que l'on souhaite. Il n'y a pas besoin de financer tout le projet. On peut acheter seulement une partie. Très bien. Bah, je pense que c'est assez clair, on a répondu à la question, effectivement, on peut effectivement financer de manière mutualisée un projet. C'est ça. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Margot, Marine, Sébastien et Quentin. Merci à vous. Je pense qu'on n'aura pas d'autres questions. Si jamais on a des questions a posteriori, je vous les transmettrai sans aucun souci.
J'en profite également pour vous rappeler quelques petites actualités concernant les animations économiques de la Direction du développement économique GPSO. Ça y est, c'est officiel, une nouvelle édition du prix de l'entrepreneur qui sera donc ouvert aux entreprises et aux agriculteurs sera lancée à la rentrée 2026. Vous aurez toutes les informations sur le site internet gpso.fr. On relance également une campagne itinérante sur la création d'entreprises qu'on appelle le bus de la création. Donc là aussi, c'est une animation itinérante sur les communes du territoire GPSO pour sensibiliser et répondre aux interrogations des porteurs de projets et créateurs d'entreprises, avec bien évidemment l'ensemble des partenaires autour de la création d'entreprises. Et également notre rendez-vous annuel qui est là, qui lui s'adresse plutôt aux entreprises qui souhaitent développer leur business. C'est la convention d'affaires. Donc c'est du speed business meeting et il aura lieu, la date ça y est officielle, le mercredi 2 décembre 2026. Bien évidemment, vous serez toutes et tous destinataires des communications. Et si vous avez besoin de plus d'infos, une adresse deveco@gpseo. C'est l'adresse générique de la direction du développement économique qui répond à toutes vos questions et vos besoins. Voilà, je conclus ce webinaire. Merci à toutes et tous. Merci Je vous souhaite beaucoup. de passer un très bel été, en espérant qu'il soit quand même un petit peu moins chaud et un petit peu plus humide. Voilà, bon courage à toutes et tous pour cette période de forte chaleur et je vous remercie encore. Bonne fin de journée, au revoir. Merci Merci, beaucoup. Au au revoir revoir. à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.